Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 39-21 dans un instant, la mode islamique qui prend de plus en plus de place dans les rayons de certaines grandes enseignes. On en parle avec vous, venez témoigner 39-21. Mais d'abord Jean-Michel, ouvrez la bouche. Oui, que se passe-t-il? On va chez le dentiste. Bonjour Marion. Oui, bonjour. Vous êtes à Boulogne-Billancourt. Oui. Et la peur, moi, la peur du dentiste, oui, alors vous avez connu? Je vais vous raconter un western de dentiste. Oui. Allez-y. C'était dans les années 50, j'étais dans un petit village de Savoie, Oui. et c'est l'âge où on commence à perdre ses dents de lait. Oui. Et il y avait un dentiste itinérant qui passait dans les villages une fois par semaine, et son cabinet dentaire était sur le même palier que notre maison. Oui. Et donc ma mère m'amène chez ce dentiste. Et vraiment la dent de lait pendait presque par un fil. Il aurait fallu à peine la toucher, mais je hurlais, je voulais pas qu'on la touche. Finalement, le dentiste me met dans son cabinet. Je suis arrivée à m'enfuir. Le dentiste me court après. Je me réfugie à la maison, dans la cuisine. Je vais sous la table de la cuisine. Ah, bah, dis le donc. dentiste se jette avec moi sous la table de la bon cuisine. Il me plaque au sol. Il me met C'était- son genou sur la gorge. C'est pas vrai. Et il est arrivé à m'arracher cette dent. Mais non, Et mais- donc, après, pour les autres dents de lait, mon père avait trouvé un système que sa mère faisait dans les années 20 en Pologne, parce que mon père était polonais. Donc, il m'attachait la dent de lait à un fil, Oui. et il accrochait l'autre extrémité du fil à la poignée de la À la porte, porte, oui. et il fermait ou il ouvrait la porte très fort. Ouais. Et ma dent restait après le fil. Mais ça a dû vous traumatiser pendant des années. Vous n'avez plus été chez un dentiste après pendant des années, Marion. Écoutez, à 12 ans, j'avais les dents de devant toutes carriées. Oui. Et quand je revois des photos de moi, c'est tout pourri. Ah, oui, c'est triste. Et ça. après, vers 18 ans, je suis montée à Paris pour faire du théâtre. Donc, j'ai dû me faire mettre des jaquettes, ce qu'on appelle, Oui. sur les incisives. Mais ça a été une horreur. Oui, bien Une sûr. horreur. Quelque temps après, j'ai vu le dentiste de Boulogne qui me dit bonjour. Je lui dis bonjour, on se connaît. Il me dit mais je suis votre dentiste. Et là, tout de suite, ça a été une horreur aussi. Vous voyez, je m'étais fait soigner les dents par lui et vous je ne l'aviez le reconnaissais même pas parce oublié. que j'avais même pas regardé sa figure. Ah oui, vous êtes traumatisé. Mais c'est vrai que l'histoire que vous racontez, déjà, les dentistes itinérants, ça, je pense que pour des gens qui sont un peu jeunes ou qui n'ont pas vécu à la campagne, ça doit être une notion compliquée à comprendre parce qu'un dentiste, il a un cabinet, il ne bouge pas, mais donc, visiblement, dans la campagne qui était la vôtre, il était itinérant, alors qu'ils vous mettent un genou sur la gorge pour arracher une dent, vraiment, Oui, c'est oui. incroyable. Ah oui, Ces mais pratiques-là. Il aurait pu attendre que vous sortiez de dessous la table, vous n'y seriez pas resté pendant 3 jours sous la table. Oh si, j'y serais restée. Mais non, mais non. Mais non. Oh oui. On vous aurait tendu un chocolat, vous seriez sorti de dessous la table. Il manquait de psychologie, je pense. Mais certainement, puis mes parents également. Ouais, c'est Mes dommage. parents également, bon. Mais ça a été, c'est vrai, il y a des années et des années de ça, mais visiblement, il en reste des traces. Le dentiste, ça a été une frayeur certaine, Oui. bien sûr. Oui, bien sûr. Après, quand j'étais à Paris, tout ça, comédienne, j'ai dû me faire un bridge. Je suis allée chez le dentiste des stars qui m'a enlevé un os d'une mâchoire, qui m'a greffé sur l'autre mâchoire. Enfin, que des horreurs avec les dentistes. Ah Que oui, des d'accord. horreurs. Le dentiste des stars, on ne va pas dire son vraiment, nom, ma mais première c'était le impression, boucher des et je stars. vous dis, celui-là. j'en rêve parfois de ce dentiste Ah qui ouais. me tenait sous la table. Ah oui, mais je vous comprends. Oui, toute petite, c'est traumatisant, je vous comprends. Bon, enfin, ça a bien changé quand même. Hein. Je pense que les dentistes qui nous écoutent doivent comprendre qu'on ne fait pas le procès des dentistes. Mais l'histoire que vous racontez, Marion, est tout de même assez terrible. Non, puis je pense que ça doit les amuser, mon histoire. Ils doivent rigoler quand même. Oui, je ne sais pas s'ils ont de l'humour, toujours, c'est ce genre de sujet. Mais s'il y a un dentiste, on verra bien. Qu'il appelle le 3921. Merci beaucoup, Marion, pour votre Voilà, mais de témoignage. rien. Je vous Au revoir. remercie d'avoir appelé le 3921. Je vous souhaite une bonne journée. Maxime. Merci. Un témoignage sur Twitter avec le hashtag midi. Visiblement, tout le monde n'a pas été traumatisé. Evan nous dit ma dentiste est jeune, belle, sympathique, efficace, précise. Oh, Malheureusement, formidable. Il est un peu amoureux, il Evan. ajoute malheureusement, j'ai plutôt de bonnes dents. Vous n'avez pas mangé assez de bonbons quand vous étiez petit, mais visiblement, votre dentiste, il y a un lien avec elle, effectivement. Bonjour François. Oui, bonjour. Vous êtes à Grassuzel, dans les Côtes d'Armor. Oui, c'est bien ça. Et alors, vous, comment vous gérez votre relation avec votre dentiste? Alors, je la gère pas parce qu'il n'y a pas de relation, à vrai dire. Oui. Voilà, contrairement à la dame qui a appelé juste avant, j'ai eu la chance d'avoir un très bon dentiste étant petit, donc pas de traumatisme au niveau de l'enfant. Oui. Par contre, à 27, 28 ans, donc des années après,
je me suis fait arracher une dent chez une dentiste de Tourcoing. Oui. Parce que j'habitais dans le nord avant, et c'était une toute jeune apparemment qui venait de prendre son poste, et bon, elle m'a arraché une dent, ça s'était plutôt bien passé, j'ai eu une alvéolite, donc la plaie s'est infectée, c'était assez douloureux, je ne lui rejette pas la faute, ça peut arriver. Par contre, là où j'ai eu un drôle de tour, c'est quand j'y suis retourné avec mon épouse, ne sachant quoi faire, elle n'a rien trouvé de mieux à faire que de mettre de l'eau oxygénée sur la plaie. Ah oui, ça vous a fait un peu mal. Un petit peu, oui, beaucoup. Oui. C'est de la torture, carrément. Ah, mais ça n'a pas duré longtemps, mais oui, j'ai jamais eu de grosses douleurs. Mais là, par contre, c'était vraiment douloureux. Elle manquait un peu de jugeote, oui. Hein. Et oui, je pense. On aurait pu faire un sketch dessus parce que mon épouse était avec moi. Elle lui a demandé d'appeler les urgences. Alors, c'était vraiment surréaliste parce que mon épouse appelle les urgences et dit il y a un problème avec une dent avec la dentiste et vous êtes où? Et là, mon épouse répond je suis chez la dentiste. Et ils lui ont répondu poliment, il n'y a qu'une personne qui saura gérer cette situation, c'est la dentiste, justement. Bah oui, c'est ça. On peut rien faire. Ah oui, oui. Oui, c'est un sketch, comme vous dites. Hein. Oui, alors elle, par contre, j'ai eu pas mal de problèmes. Son collègue, lui, avait beaucoup plus de bouteilles, il avait une bonne cinquantaine d'années, il s'en sortait mieux. Je pense qu'ils ont dû avoir peur que je porte plainte par la suite, parce qu'ils m'ont déroulé le tapis rouge. Ah oui. C'est-à-dire que je me suis refait arracher une dent, c'est le collègue de 50 ans qui est venu exprès pour m'arracher la dent. D'accord. Oui. Et il est rentré chez lui après ça. Voilà, j'avais un pass VIP chez le dentiste. Ouais, c'est ça. Mais enfin, bon, l'expérience est quand même assez cruelle, telle que vous la décrivez. Oui, j'ai revu d'autres dentistes plus compétents par la suite, mais c'est vrai que j'ai gardé de ça une certaine appréhension du dentiste. Et comme beaucoup, certainement, je pense, tant que ça fait pas mal, on ne juge pas important d'aller chez le dentiste. Oui. Puis sans doute les dentistes ont aussi, comme dans toute profession, les dentistes ont aussi, notre invité nous le disait tout à l'heure, beaucoup progressé, beaucoup réfléchi à la notion de douleur et essayer de l'éviter pour leurs patients. Et puis on espère que la bêtise de mettre de l'eau oxygénée sur une plaie, ça pour le coup, il n'y a pas besoin de faire des études longues pour savoir que c'est pas très conseillé. Oui. Alors justement, en parlant d'études, si je peux donner un conseil aux auditeurs qui nous écoutent, moi j'ai un ami qui est allé à l'école de dentisterie de Lille et ils sont peut-être moins expérimentés, mais ils sont pas seuls et surtout ils sont surveillés. D'accord. Donc généralement, ça coûte moins cher et le soin est de bien meilleure qualité. Donc ça peut éviter ce genre de problème, je pense. Le tuyau est donné sur l'antenne d'Europe 1. Merci François. Merci beaucoup. Je vous bonne souhaite fin de journée. Au revoir. Une très bonne journée, Maxime. Alors, plusieurs messages sur Twitter, ça fait beaucoup réagir. Message d'abord du docteur Kierzek, le docteur d'Europe 1, qui conseille à ceux qui auraient peur d'essayer des dentistes qui pratiquent l'hypnose. On a également un message de Guylaine qui nous dit « J'ai mal depuis des semaines et je repousse sans cesse mon coup de téléphone au dentiste. Un peu neuneux la fille, c'est ce qu'elle dit, Guylaine elle-même. » Et puis un dernier message d'Alex Bud avec le hashtag 1 midi sur Twitter. Il nous dit « Perso, j'ai plus peur de mon banquier que de mon dentiste. » Il y a peut-être des raisons pour Alex Bud d'avoir peur de son banquier, mais ils sont gentils aussi les banquiers, vous savez, pas accommodants toujours, mais gentils quand même. Bonjour Laure. Bonjour. Vous êtes à Strasbourg. Oui, tout à fait. Alors, le dentiste. Alors, le dentiste, ça va mieux maintenant. Ah, ça n'a pas toujours été bien. Ah non, moi j'ai 47 ans, donc moi je me souviens de mon premier dentiste qui me disait... Donc je dois avoir 8-9 ans, quand vous avez mal, vous levez la main. Et je me souviens, je levais la main et il continuait. Et avec sa loupiote au-dessus du front, c'est vraiment sadique. C'est horrible. Hein. Ouais. Après, plus tard, j'en ai une qui m'a fait un soin dentaire, donc qui m'a mis de la pâte dentaire, mais qui me l'a tellement monté que ça m'a fait un kyste, où j'ai dû passer sur le bière avec une opération anesthésie générale. Donc dentiste, super. Et là, j'ai trouvé... un petit jeune, désolé pour ceux qui ont de la bouteille, mais qui est formidable, qui m'a remis en confiance et où maintenant vraiment je vais chez le dentiste sans aucune appréhension grâce à lui. Oui, c'est-à-dire que le dentiste c'est aussi un artisan, il y en a qui sont adroits, d'autres un peu moins, et effectivement quand on trouve un bon dentiste, on essaie de le garder. Ah, je le quitte plus. Et puis il a un avantage, c'est qu'il parle, il explique ce qu'il fait. Ah oui, c'est bien ça. Donc oui, c'est important de savoir, on a déjà la bouche ouverte, on peut rien faire, on ne sait pas ce qui se passe. Donc d'avoir quelqu'un qui nous explique ce qu'on va avoir, je pense que c'est tout à fait important. Mais c'est vrai que le mien, il est tout jeune et pourtant, il est très bien. Voilà, c'est ce que nous disait notre invité, le docteur Hamzalag. Il faut parler avant, expliquer ce qu'on va faire aux gens. Et comme toujours, quand on parle, ça détend un peu la relation, quelle que soit la situation. Avec, tout à fait. Surtout là, quand on est assis sur un siège, on a la bouche ouverte, on ne peut rien faire.
Exactement, on est tributaire de ses mains et de ses actes. Donc, mais moi, je sais que j'emmène mon fils aussi avec moi qui a 6 ans, justement, pour lui montrer que j'ai pas peur, que ça ne fait pas mal, pour que lui, justement, quand il ira, il n'ait pas l'appréhension que moi j'ai eue étant petite, Bien sûr, vous avez raison. qui a duré pendant des années. Très bien. Merci beaucoup, Laure, pour votre témoignage. Et je vous en prie. Et je vous souhaite Merci à vous. une bonne journée à Strasbourg. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Maxime? L'avalanche de messages se poursuit sur Twitter. Ça intéresse beaucoup. Oui. Adrien nous dit: je suis tombé sur une jeune remplaçante tremblotante qui me racontait qu'elle pensait se faire virer. Donc il a fermé la bouche, il est parti. C'est ça, non? Il raconte pas ça. Ne raconte pas la suite, Adrien. Mais effectivement, quand ça commence comme ça, il vaut mieux partir. Oui. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes à Meudon. Absolument. La peur, comme on l'a entendu, est liée à la douleur que provoquent les soins. Alors aujourd'hui, on peut tout à fait dire que les soins dentaires ne font plus mal. En revanche, avant les soins, il y a l'étape de l'anesthésie. Et celle-ci reste encore très douloureuse. L'anesthésie? L'anesthésie locale, oui. C'est-à-dire la piqûre, c'est ça? La piqûre. Ouais. La piqûre, tout dépend de l'endroit où on pique, mais le produit que l'on injecte. Les produits que l'on injecte sont des produits qui brûlent. Et selon la sensibilité des uns et des autres, eh bien, même si cette douleur ne dure pas des heures, elle fait mal. D'accord. Vous êtes médecin, Béatrice. Hein? Et je suis médecin, oui. Alors, et je parle également en connaissance de cause. D'accord, oui, pas vous en avez... tant que médecin, mais par expérience personnelle également. Patiente, voilà, vous avez été dans les mains d'un dentiste. Mais ce que nous disait notre invité de l'hypnose, peut-être de crème, ça permet quand même de gérer le désagrément, l'inconfort que procure l'anesthésie ou pas? Oui. Bien sûr. Encore faut-il que les dentistes soient formés à ça. Ouais. L'hypnose, c'est des techniques très récentes. Je n'ai pas l'impression qu'au niveau faculté de médecine, on enseigne ça de façon généralisée. Générale, d'accord. Parce que lui, notre invité, qui était le docteur Hamzalak, semblait dire que c'était assez répandu aujourd'hui, peut-être moins qu'il ne le disait. Peut-être à Paris, dans les grandes villes, mais en tout cas en province et même à Meudon. Mon fils a eu droit à des extractions de dents. Voilà, il n'y avait pas de technique d'hypnose, il n'y avait pas de crème anesthésiante pré-injection. Enfin voilà. Et je l'avais envoyé. On a attaché la dent avec une corde et la corde à la porte et on a fermé la porte, c'est ça? Non. Oui, absolument. Non, pas comme ça quand même. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais je lui avais dit, vas-y en toute confiance, les soins ne font plus mal. Il y est allé, il est revenu très très fâché. D'accord, très fâché, ah oui, donc très traumatisé, fâché, oui, d'accord. Parce qu'en fait, traumatisé, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais il est parti confiant parce que je lui disais, vas-y, il n'y a pas de risque, pas de risque de douleur, je veux dire, et puis évidemment, l'anesthésie, ça a été... Parce que ce qui est embêtant, c'est quand on intègre comme ça dans sa mémoire un souvenir négatif avec le dentiste. Après, on le traîne un peu longtemps et c'est dommage. Absolument. C'est ce qui est le plus dur à surmonter. Faire partir d'ailleurs, à surmonter. Oui. Bien sûr. Et moi, je vois mes patients. Mes patients viennent régulièrement me demander de leur prescrire quelque chose afin de leur éviter le dentiste. Alors, je leur explique évidemment, je ne suis pas dentiste, que l'antibiotique et l'anti-inflammatoire feront leur temps, mais qu'il faut quand même aller chez le dentiste. Parce que, mal ou pas, il faut quand même y aller. Oui, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir appelé au 3921 pour nous raconter votre expérience des dentistes. Je vous souhaite une bonne journée et je remercie tous ceux qui ont appelé le 3921. Ils étaient nombreux, puis beaucoup de réactions aussi sur les réseaux sociaux. Les dentistes, ça fait parler. Et maintenant, nous allons parler de la mode islamique qui progresse dans les magasins. Et avec vous, au 3921, nous parlons de ces grandes enseignes comme Marks & Spencer, Dolce & Gabbana, Uniqlo, qui font de plus en plus de place dans leurs rayons aux vêtements destinés directement aux femmes musulmanes, des voiles par exemple, mais aussi des burkinis. Des burkinis et des burkas aussi. Oui, et des burkas. Alors, les burkinis, c'est contraction de burka et bikini. Et bikini, voilà. Bonjour Souad. Bonjour Jean-Marc, non c'est Marc, excusez-moi. Non, c'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel, mais c'est pas très grave. Excusez-moi. Non, Veuillez m'excuser, j'ai pas une bonne mémoire des prénoms. Et vous êtes tout à fait excusé. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Je vous en remercie. Écoutez, pour moi, c'est comme... En fait, il faut arrêter, je pense qu'il faut arrêter avec ce matraquage médiatique contre les musulmans. Il faut arrêter un petit peu de diviser la nation. Aujourd'hui, en tant que Français, ce qu'on veut, nous, c'est plus des problèmes de la vie quotidienne. Moi, j'aimerais plus des débats sur le travail, sur le logement, sur la santé, sur les retraites, les choses que je vois tous les jours. Je suis infirmière de profession et je vois des choses tous les jours. C'est plus de ça qu'on a besoin et d'arrêter de diviser la nation. En ce qui concerne la tenue que vous dénommez d'islamique, déjà je ne suis pas d'accord avec la terminologie. Je pense qu'il faut être beaucoup plus précis.
les enseignes l'appellent une tenue pudique. Pourquoi vous mettez l'étiquette islamique? Et qui dit islamique dit extrémiste, dit terrorisme, avec ce qu'on traverse en ce moment. Je ne pense pas que c'est servir la nation que de parler sous ces termes-là. Alors, après, c'est une tenue pudique, et je vous assure, moi, ça ne me gêne pas. Moi, ça me gêne plus. La terminologie... Oui, la terminologie, ça, après, bon, ce sont des débats infinis. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans. Je voudrais vous soumettre un autre débat. Peut-être que la culture musulmane se croise mal là avec un aspect de la vieille revendication française d'égalité et qui, notamment, a le souci partagé, évidemment, même par tout le monde, de faire une place aux femmes qui est importante dans la société. Et les gens qui ne sont pas de culture musulmane vivent comme une forme d'oppression faite aux femmes, des choses qui leur cachent les cheveux ou alors qui dissimulent complètement leur corps. C'est là qu'il y a sans doute culturellement quelque chose qu'il n'est pas facile à s'approprier. Je comprends ce que vous dites, c'est ce que pense la majorité, mais je pense que vous, médias, vous avez aussi un rôle à jouer dans l'éducation religieuse. Je pense que nos enfants manquent cruellement d'éducation à la religion, parce qu'on aurait, on aurait un minimum d'éducation au niveau de la religion. On saurait que ces façons de se protéger n'est pas propre à la religion musulmane. Dans la religion catholique, on en parle, dans la religion juive également. En ce qui concerne le fait d'être légal ou pas à l'homme, j'ai pas des textes précis, je suis pas une érudite dans l'islam ou autre religion, mais en tout cas de ce que je retiens de mes cours, de mes professeurs qui sont de diverses confessions, regardez ce que dit la religion juive sur le rôle de la place de la femme, et pareil au niveau catholique. Donc je pense que là il y a un profond méconnaissance de la religion musulmane, et que cette brave religion musulmane, on lui fait porter tout et n'importe quoi. Mais si on en revient et on interroge vraiment les personnes érudites, vous verrez que ce qu'on vous dit là n'est pas la réalité et n'est pas ce que ma religion, l'islam, nous enseigne. On n'est pas inférieur à l'homme parce qu'une femme, elle est voilée ou parce qu'elle porte une tenue pudique, mais pas du tout, pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour retirer cette idée-là. Vous disiez, vous parliez des mots tout à l'heure, les mots qui ont leur importance. Oui. Si vous dites que des femmes musulmanes portent une tenue pudique, oui. Vous sous-entendez, je ne dis pas du tout que c'est ce que vous pensez, mais en employant ce mot-là, vous sous-entendez que les autres portent une tenue impudique, ce qui n'est pas le cas. J'ai pas dit ça. Non, ça. Vous ne dites pas ça, c'est ce que je dis. Vous ne dites pas ça, mais en employant ce mot, si vous portez, si la personne qui porte un voile, parce que je ne sais pas si vous en portez, si la personne qui porte un voile porte une tenue pudique, est-ce que ça veut dire que les personnes qui n'en portent pas ont une tenue impudique? Pas du tout. Évidemment pas. Donc ça veut dire que tenue pudique n'est pas un mot adapté. Il faudra en trouver un autre. Pas forcément. C'est pas parce qu'une femme qui n'est pas voilée est pudique, et ça j'en suis certaine. Une femme qui n'est pas voilée est pudique, oui, c'est ça, oui. On est d'accord, hein, oui, mais je suis OK avec vous. Donc ça veut dire que ne pas être voilé et avoir des tenues pudiques, et le contraire ne justifie pas le fait de dire qu'on est pudique parce qu'on est voilé ne signifie pas qu'on n'est pas pudique parce qu'on n'est pas voilé. Non, le contraire est vrai. Dans un sens comme dans l'autre. L'un n'anéantit pas l'autre, Jean-Michel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la question, c'est sur la nouvelle mode. Et c'est une tenue pudique. C'est ainsi que les créateurs l'ont dénommée. Je répète ce que les créateurs disent. Les créateurs disent. Mais bon, on réfléchira. Voilà, c'est ça. Mais on réfléchira une autre fois à l'emploi des mots. Chaque mot, évidemment, peut appeler beaucoup de réflexion. En tout cas, mais ne dites pas que parce que c'est une tenue que maintenant vous savez, Jean-Michel, j'aurais très bien pu botter en touche et dire, après tout, c'est le commerce, et ça relance l'économie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on va aller au fond des choses, et arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons de diviser la population. D'accord, j'ai retenu votre message, et je vois autre chose, Souad, c'est qu'au fil de la discussion, vous vous rappelez de mon prénom, et ça, j'en suis extrêmement heureux. Mais c'est parce que j'étais un petit peu émue. Voilà. C'est juste l'émotion avec voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée, Souad. Merci Jean-Michel, vous aussi. Merci d'avoir apporté votre avis sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Alors vous êtes je voulais également réagir à Rochefort-en-Yvelines. Oui, allez-y. Voilà, exactement. Au propos en fait de votre intervenante, dont je ne connais pas le nom tout à l'heure au sujet donc de la mode islamique. Valérie Berdalevi.
Voilà, moi, ce qui m'a particulièrement choquée, en fait, c'est le fait de défendre sa position marketing, c'est-à-dire, en fait, une volonté de faire du business, en utilisant des arguments fallacieux, voire dangereux, au sujet du voile et de la burqa, quand elle dit en particulier que porter un voile ou une burqa, c'est comme porter un chapeau. Et alors là, je trouve qu'elle va beaucoup trop loin. Oui. Il ne faut pas oublier que le voile et la burqa sont des signes religieux. Ce n'est pas le cas d'un chapeau, ce n'est pas le cas d'une cape. Et c'est très différent. Et je trouve ça absolument irresponsable de tenir de tels propos. Je pense que cette femme devrait aller interroger les femmes persécutées dans certains pays où elles sont obligées de porter le voile, mais surtout la burqa, pour savoir ce qu'elles pensent de sa position. Et là, je trouve, alors déjà, j'étais pas très favorable à ce nouveau business sur la mode islamique, parce que je trouve qu'on en parle beaucoup trop. Mais s'il y a une demande, c'est normal que des femmes qui veulent s'habiller comme ça puissent le faire. Si des femmes veulent mettre un voile, que après tout la mode s'intéresse à elles, c'est pas illégitime. Alors, si les femmes veulent mettre un voile en France, oui. Où je rappelle qu'on est un pays laïque, et si pour elles c'est plus important de porter le voile que de se fondre dans le paysage français, eh bien je les invite à s'installer dans des pays très accueillants et très chaleureux dans le Moyen-Orient, qui seront ravis de les accueillir. Non, mais les personnes ne peuvent sortir dans la rue avec des insignes religieux. Quand quelqu'un met une kippa, vous n'allez pas lui dire dans la rue c'est scandaleux ce que vous faites. Mais non, mais le port des signes interdit. C'est pas interdit, je sais, voilà. Mais le port des signes religieux provoque malgré tout une exaspération, parce qu'aujourd'hui on ne parle que de signes religieux et de religion. Moi, je suis d'origine catholique, bon pas pratiquante. Si je me mets à sortir dans la rue avec une croix dans le dos, ça va faire bizarre. Aujourd'hui, on ne peut rien dire contre le fait de porter un voile et voir une burqa. J'entends une burqa, donc là ça me dépasse. Je pense que cette femme est peut-être allée un peu trop loin dans ses propos, mais je trouve qu'on banalise des choses qui ne sont pas banales. Et je pense qu'en fait, avec de tels propos, ces personnes, justement, crispent les gens et que ça fait au contraire le jeu du Front National, par exemple. Moi, je pense que quand on veut exprimer sa religion,